Chers amis, bonsoir. Vous savez que Françoise Germain-Robin a terminé et publié le livre que Luc Beyer-Derick devait écrire et finir, et dont il nous avait parlé quand il était parmi nous. Je vais laisser la parole à Françoise, lui laisser le soin de présenter ce livre, et ensuite, si elle le veut bien, elle répondra à nos questions. Françoise, vous avez la parole. Voilà, merci. Bon, je suis particulièrement émue d'être parmi vous ce soir parce qu'il se trouve que le 18 janvier 2018, nous étions avec Luc ici, dans ce lieu même, pour une conférence. J'ai un peu oublié quel était le sujet, mais parce qu'il s'est passé des choses après. Et en rentrant à la maison le soir, après la conférence, voilà, on avait, comme d'habitude, partagé le dîner, bien parlé, c'était joyeux et très bien. Et c'est là que Luc a eu un malaise, juste en rentrant, et qui a été fatal. Voilà, donc c'est un lieu qui nous était cher et qu'il est resté. Je sais que j'ai des amis ici, des gens qui m'ont soutenue, et je les remercie. Et puis voilà, je suis heureuse d'être parmi vous. Et donc, voilà, ce livre, c'est vrai qu'il a une histoire un peu complexe parce que c'est un livre qui avait été commandé à Luc par le directeur de cette maison d'édition belge qui s'appelle les éditions Mols, qui est une petite maison d'édition pas très connue, et où Luc avait déjà publié 2 livres, un sur la Belgique qui s'appelle La Belgique et ses démons, et un autre sur la question de la collaboration flamande pendant les 2 guerres mondiales. Et ce deuxième livre avait eu pas mal de succès, qui s'appelle « Ils avaient leur raison ». Donc c'était un livre à base d'interviews, de témoignages. Il avait encore trouvé des gens qui avaient vécu en direct, qui avaient été des collaborateurs eux-mêmes, ou des familles de collaborateurs, qui la plupart étaient très âgés, mais ça avait eu pas mal de succès. Et donc l'éditeur a eu l'idée de faire la même chose avec le Congo belge, en cherchant les témoignages de ceux qui avaient pu connaître la période du Congo belge, qui étaient allés, et puis l'immédiate après indépendance. Donc les gens que nous avons rencontrés étaient souvent au Congo entre 1950 et 1970. L'indépendance du Congo belge ayant eu lieu le 30 juin 1960. Et donc, au début, Luc avait été assez réticent parce qu'il disait des livres sur le Congo, il y en a des centaines. Qu'est-ce que je vais faire de plus ? Mais finalement, il avait accepté. Et puis moi, je l'avais poussé à accepter parce que d'abord, ça lui faisait du bien quand il écrivait. Il adorait. Et puis moi, je me disais, mais je ne connais pas bien ce Congo-là. Je connais un peu le Congo-Brazzaville, mais je ne connais pas le Congo belge. Et ça me passionne parce qu'on avait toujours des polémiques avec Luc à propos de la question de la colonisation. Parce que la grande majorité des Belges, encore aujourd'hui, considèrent que la colonisation, ça a été leur grande œuvre, que la colonisation du Congo, ça a été vraiment quelque chose, un exploit extraordinaire qu'ils attribuent à leur roi Léopold II, bien que Léopold II n'ait jamais mis les pieds, ni pour le conquérir, ni pour l'exploiter ou pour le diriger après. Mais c'est quelque chose qui est encore très vivant en Belgique, et la fierté de cette histoire coloniale, que ce petit pays ait réussi à coloniser un immense pays qui a la taille à peu près de l'ensemble de l'Union européenne, des 28 pays. Donc c'est quelque chose de...
C'est le deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie. Oui. Donc c'est vraiment énorme. Et donc c'est resté une fierté chez beaucoup, beaucoup de Belges. Et il y avait donc au moment où Philippe Comélio, donc l'éditeur, a demandé ce livre à Luc, il y avait aussi une circonstance particulière, c'est que le musée d'Afrique centrale, qui s'appelait le musée royal d'Afrique centrale de Tervuren, qui est un lieu tout proche de Bruxelles, une quinzaine de kilomètres de Bruxelles, où le roi Léopold, toujours lui, avait construit en 1910 un musée, un palais magnifique dans un parc extraordinaire. Si vous avez l'occasion, surtout allez-y, hein. C'est un très beau lieu. Et donc ce musée avait été fermé pour rénovation, donc ça devait être en 2012. Et en 2017, il était question de sa réouverture. Et donc, c'était une bonne occasion pour sortir un bouquin aussi sur le Congo belge. Bon, finalement, il a eu un an de retard, il n'a ouvert qu'en 2018. Et malheureusement, Luc n'était plus là à ce moment-là. Et le bouquin a pris du retard aussi à cause de toutes ces circonstances avant que je décide si oui ou non j'allais continuer la rédaction. Finalement, j'ai dit oui, et j'ai bien fait parce que cette écriture et les recherches que j'ai faites, les gens que j'ai rencontrés à l'occasion de ces recherches et des interviews que j'ai faites et tout ça, ça m'a fait vraiment un grand bien. Et puis en plus, j'avais l'impression de continuer à travailler, travailler avec lui. On avait l'habitude de travailler ensemble parce qu'on était tous les deux journalistes, on faisait des reportages ensemble, on faisait beaucoup de choses ensemble, donc ça a prolongé un petit peu. Et puis surtout, ça m'a très vite passionnée, quoi, parce que c'est une histoire extrêmement complexe et où il y a beaucoup, enfin j'ai l'impression de rien savoir par rapport à tout ce qu'il y a à savoir. D'ailleurs, quand j'ai fait la première conférence que j'ai faite sur ce livre, c'était à Gand, au Cercle royal artistique et culturel de la ville de Gand, qui était la ville natale de Luc Beyer. Et ils m'ont dit, mais il faut un tome 2, un tome 3, etc. Parce que c'est sûr que on ne peut pas épuiser le sujet comme ça avec 200 pages. C'est inépuisable. Et puis surtout, ça m'a donné vraiment envie d'aller au Congo et de faire des interviews avec des Congolais de maintenant, quoi. Pas avec seulement ceux qui ont connu la période coloniale et la période de l'indépendance. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce qui se passe maintenant et je pense que ça vaudrait la peine de le faire. Parce que, bon, c'est aussi une caractéristique un peu bizarre. J'ai fait ce livre sans être jamais allé au Congo. Luc y était allé plusieurs fois comme journaliste, il avait fait des interviews, il avait même interviewé Mobutu qu'il adorait imiter. Je ne sais pas si vous avez jamais fait une imitation de Mobutu, mais il faisait ça très bien. Et lui, il connaissait bien, il avait des amis congolais, il connaissait vraiment beaucoup de monde. Mais moi, non. Donc, j'ai connu des Congolais et des Belges du Congo, mais je les ai tous vus à Bruxelles. Donc, toutes les personnes qui sont interviewées dans ce livre, je les ai rencontrées à Bruxelles. Alors, certains, notamment les Congolais que j'ai interviewés, un certain nombre d'entre eux vivent toujours là-bas, ils retournent, ils font des allers-retours à Bruxelles. Mais donc, l'air du pays manque un peu. Voilà. Donc, en fait, il y a beaucoup de questions qui se posent. Comme je vous disais, on n'était pas d'accord sur la colonisation, la décolonisation, et surtout, il y avait les deux principaux personnages dont on parle dans ce livre, qui sont morts tous les deux, c'est Léopold II et Lumumba, qui était l'objet de discussions entre nous, parce que moi je considérais que Léopold II, évidemment, c'était quelqu'un qui avait fait
une colonisation très dure, très, très sauvage, et avec beaucoup de morts, qui a provoqué beaucoup de morts, beaucoup de dégâts. Et que Lumumba, je considérais que c'était un peu le héros de l'indépendance. Enfin, c'est l'idée qu'on en a, et plutôt en France, quand on parle de Patrice Lumumba, c'est un des héros des indépendances en général de l'Afrique. Et Luc n'était pas du tout de cet avis. Il avait une très grande admiration pour Léopold II, qu'il appelait toujours le plus grand de nos rois. Et il paraît qu'il était immense en plus, de taille. Et puis pour Lumumba, il le considérait vraiment comme un personnage horrible, diabolique, qui était responsable de tous les maux qu'a connu depuis 1960 le Congo ex-belge. Et donc, on s'était dit, en faisant ces interviews, on va à chaque fois poser les questions, les mêmes questions, aux gens sur ces deux personnages. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Et le résultat, c'est que nos opinions respectives ont évolué. Les siennes ont évolué assez vite, parce qu'il a une des premières personnes qu'il a interviewées, outre le directeur du musée de Tervuren, qui lui a été radical, lui tout de suite nous a dit la colonisation c'est un crime abominable et il faut décoloniser le musée, les écrits, l'histoire, les mentalités. Il faut réécrire l'histoire qu'on a écrite jusqu'à présent du point de vue des vainqueurs, comme toujours d'ailleurs. Toute histoire s'écrit toujours du point de vue des vainqueurs, mais l'histoire du Congo belge encore plus peut-être, comme une histoire glorieuse et magnifique, et en évitant de parler des zones d'ombre, et il y en a beaucoup. Donc lui, il nous avait dit ça. Et puis un très très vieil ami de Luc, qui est sénateur, qui a été ministre, etc., Herman de Croo, qu'on a vu aussi parmi les premiers qu'on y a vus, et a dit exactement la même chose. La colonisation, c'est une horreur. Et Lumumba, c'est pas le diable que l'on décrit, et il n'est pas le seul responsable de l'échec de la décolonisation. Et il a eu un sort abominable qu'il ne méritait pas. Donc déjà, ça a commencé très fort. En plus de ça, un des premiers personnages interviewés, c'est un prêtre qui s'appelle le père Vanek, qui est très très vieux maintenant. Je ne sais même pas s'il vit encore, et qui était missionnaire au Congo lui aussi, qui était là-bas en 1954, je crois, qui était mis contre son gré. Il ne souhaitait pas du tout être missionnaire, mais disons que sa hiérarchie l'a envoyé là-bas parce qu'il avait des compétences, et il avait fait des études d'agriculture tropicale, donc il pouvait être utile, et il a été mis au service de l'Union minière du Haut-Katanga. L'Union minière du Haut-Katanga, il faut savoir que c'est vraiment le centre de l'exploitation des mines, des richesses minières du Congo à l'époque de Léopold II, et puis longtemps après, en fait, jusque même après l'indépendance. Même si à l'indépendance, ça a changé, c'est devenu après une entreprise nationale et ça a changé de nom, c'est devenu la Gécamine. Mais disons que c'était le joyau, quoi. Il y avait deux grands joyaux qui exploitaient, deux compagnies qui exploitaient les richesses du Congo, qui avaient été, disons, désignées par Léopold II. C'était la Société Générale de Banque, on l'appelait le roi non couronné de Belgique, tellement elle avait de pouvoir, cette banque, et elle avait une énorme filiale au Congo, et puis donc l'Union minière, qui exploitait à l'époque, ce qui était surtout en exploitation, c'était le cuivre. Mais après,
on a, par après, comme diraient les Belges, on a découvert des tas d'autres minerais. Je crois que c'est un des pays d'Afrique les plus riches en minerais et en pierres précieuses et en or. Et maintenant, il y avait à l'époque, il y avait le cuivre. Après, maintenant, il y a le cobalt qui est la principale richesse exploitée et qui sert surtout dans les téléphones portables, dans les ordinateurs, ça sert à fabriquer les avions. Enfin, il y a toutes sortes de minerais très rares qui sont en abondance au Congo et qui sont maintenant, qui continuent à être exploités, même en dehors de la colonisation. Ce ne sont pas les Belges qui en bénéficient, c'est encore et toujours des sociétés multinationales, des sociétés étrangères, des pays étrangers, notamment les pays voisins, surtout le Rwanda, qui a mis sa main sur toute la partie est du Congo. Donc cette histoire continue aujourd'hui, cette histoire de colonisation continue aujourd'hui. Elle n'est pas terminée. Et c'est quelque chose que nous avons découvert d'ailleurs ensemble. Enfin, moi je n'ai pas vraiment découvert, j'en avais déjà une vague idée, mais sur le néocolonialisme n'était pas une nouveauté pour moi. Mais disons que pour Luc, quand même, c'était un peu une surprise, parce que si on parlait aux officiels belges, je sais pas, au ministre par exemple, Louis Michel, qui est pourtant une des personnalités politiques belges les plus impliquées au Congo, qui a été ministre des Affaires étrangères pendant longtemps, et si on lui en parlait, si on lui posait la question, il disait non, mais c'est fini, la Belgique n'a plus aucun intérêt au Congo, c'est fini, on est parti, on a donné l'indépendance aux Congolais et on n'a plus rien à voir, quoi. Il y a encore quelques petits Belges qui restent là-bas, mais c'est fini, il n'y a plus d'intérêt. Ce qui est complètement faux. Donc on a découvert que l'histoire écrite par les vainqueurs, dont je parlais tout à l'heure, n'était pas forcément la vraie histoire. C'est une histoire qui cache beaucoup de choses. Je suis en ce moment les cours au Collège de France du professeur François-Xavier Fauvel. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un archéologue spécialiste de l'Afrique. Et il disait pendant sa leçon inaugurale, je suis allée où il y avait le président Macron qui était là dans la salle, en bon élève, qui écoutait. Et c'est lui qui a fait établir cette chaire, qui est la première chaire d'histoire de l'Afrique au Collège de France. Il n'y en a jamais eu, pourtant on a quelques intérêts et une histoire commune avec l'Afrique. Mais bon, on a mis beaucoup de temps avant de s'y intéresser de cette façon académique. Et alors, François-Xavier Fauvel, il a une très bonne formule. Il dit, dans l'histoire, on choisit toujours les événements qui nous conviennent et qui vont dans notre sens. C'est ce que malheureusement, c'est ce qu'ont fait beaucoup d'historiens, pas seulement sur le Congo, c'est un peu une généralité. Bien que maintenant, il semble qu'on essaie de réviser l'histoire, si on peut dire. Donc, de réviser en donnant plusieurs points de vue, quoi, en confrontant les points de vue. Et c'est un peu ça qu'on a voulu faire. Et c'était tout à fait dans ce que Luc aimait faire. Lui, il adorait l'histoire, c'était vraiment son grand truc, mais il aimait la raconter, mais il aimait la raconter avec des histoires, quoi. C'est-à-dire, même quand il faisait une conférence, il en a fait plusieurs ici, donc vous devez vous en souvenir, il amenait des éclairages différents, des témoignages, des petites histoires, et on se demandait quelquefois où est-ce qu'ils vont en venir, et à la fin,
ça faisait comme un pulse et ça dessinait quelque chose de cohérent. Et donc c'est un peu comme ça qu'il avait commencé à travailler. J'ai essayé de continuer de la même manière, de façon que, en fait, le lecteur, puisqu'il a des témoignages divers et variés, des opinions, parce que les gens que nous avons interrogés ont donné leur opinion, et il avait tout à fait le droit de le faire, eh bien, le lecteur, après, choisit. Il se fait sa propre opinion en choisissant les témoignages et les opinions qui lui semblent le plus juste. Donc ça peut être aussi une façon de revoir l'histoire autrement. Et c'est d'autant plus intéressant si on fait ça aussi avec des historiens du pays concerné, là, du Congo belge. Alors, c'est pas très facile parce que, comme on nous l'a dit dès le début, quand on est allé au musée, qu'on a rencontré l'équipe de direction du musée, il y avait un historien congolais, dont j'oublie toujours le nom. Il s'appelle Monsieur Kabakimu Kivulu Jacob. Heureusement, je l'ai écrit en gros pour le retrouver. Et alors qu'il nous avait expliqué quelque chose d'assez surprenant, quoi. Il n'y a pratiquement pas de cours d'histoire au Congo. Bon, lui, il est professeur à l'université, mais il nous disait, pour un pays de 85 millions d'habitants, nous avons, alors c'était il y a 1 an et demi, vous avez dit ça, nous avons 40 étudiants en histoire. L'ensemble des universités du Congo. 40, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Et il nous disait, mais ici, les gens ne s'intéressent pas à l'histoire. Et le gouvernement, quant à lui, ne sait pas développer l'histoire parce qu'il considère que c'est une science dangereuse, qu'il vaut mieux, moins on en sait, mieux on se porte, ne serait-ce que si on plonge dans l'histoire ancienne, on va retrouver des guerres tribales, des guerres ethniques, des histoires qu'on n'aime pas beaucoup remuer. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour l'histoire. Ceux qui s'intéressent à l'histoire au Congo, ils viennent faire leurs études en Belgique ou en France. Et là ils trouvent des professeurs dignes de ce nom. Et il faisait la comparaison avec le Congo d'à côté, le Congo-Brazzaville. Il disait là-bas, et rien qu'à Brazzaville, et donc pour un tout petit territoire qui est beaucoup, beaucoup moins peuplé qu'ici, ils ont 2000 étudiants en histoire. Nous, on en a 40. Et c'est un vivier dans lequel on peut puiser, y compris des gens pour l'administration, etc., des gens formés. Alors, bon. Et là, quand on soulève ce problème, on retombe alors sur la question de la décolonisation. Il se trouve qu'au moment de la décolonisation, en 1960, il y avait 7 Congolais qui avaient un diplôme universitaire. 7. À l'époque, il n'y avait pas 85 millions d'habitants, il y en avait 14 millions seulement. Mais disons que pour reprendre les rênes d'un pays comme ça, prendre les postes de direction laissés par les Belges, occuper les ministères, faire des cabinets, c'était quasiment impossible. La Belgique s'enorgueillit, jusqu'à maintenant d'ailleurs, d'avoir introduit l'enseignement et du fait qu'au moment de quelques années, 58 je crois, avant l'indépendance, il y avait une étude de l'ONU sur l'enseignement en Afrique et ils avaient mis le Congo belge en numéro 1 parce que c'était le pays où il y avait le plus de gens alphabétisés. Donc bravo pour les Belges qui avaient introduit l'école et alphabétisé pratiquement 80% des jeunes. Je ne parle pas des aînés, des enfants.
parce que les aînés, ils étaient pour la plupart analphabètes, bien sûr. Mais après, quand nous avons interviewé les prêtres missionnaires qui ont été à l'origine de cette installation de l'enseignement, de la construction d'un enseignement au Congo, ils nous ont expliqué effectivement, avec fierté, ils avaient raison d'en être fiers, qu'ils avaient mis des petites écoles partout, y compris dans le fin fond de la brousse. Il y avait, dès qu'il y avait un village, il y avait une petite école. Mais c'était un enseignement de base très très limité, qui était apprendre à lire, compter et chanter. Très important, chanter. Au Congo, c'est très important, n'est-ce pas? Oui. Et donc, le problème, c'est que ça se limitait à ça pour la grande majorité de la population. Et l'enseignement primaire, comme ça, était fait dans les langues locales, enfin les langues locales, qui sont, j'exagère, c'est pas le mot, les langues nationales, mais les langues du pays, qui sont au nombre de 4 officiellement. Mais en fait, il y a des tas de dialectes en plus. Il y a, je sais pas, Déo pourrait nous dire combien 450 dialectes. Lui, il est traducteur de diverses langues du Congo. Et donc, en fait, ceux qui accédaient à l'enseignement secondaire, les Congolais qui accédaient à l'enseignement secondaire, étaient vraiment très peu nombreux à l'époque belge. C'était les fils de chefs coutumiers, parce que les Belges ont respecté quand même les coutumes de ce point de vue-là. Les chefs coutumiers ont continué à exercer leur fonction de chef coutumier dans les villages. Ils ont continué à rendre la justice. Il y avait une justice coutumière. Il y avait un système qui était maintenu, coutumier. Mais donc, ceux qui accédaient à l'enseignement secondaire, c'était les fils de chefs ou les fils de gens qui étaient au service des grandes sociétés minières ou pas pétrolières, parce qu'il n'y a pas trop de pétrole au Congo, sauf sur la côte. Mais surtout les compagnies minières, les banques, l'administration, les hôpitaux, etc. Ils avaient quand même formé des infirmiers. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Devinez combien il y avait de médecins congolais diplômés, docteurs en médecine, le jour de l'indépendance. Non, pas 0. 1. J'étais pas loin. Il y en avait un qui avait fait des études de médecine en Belgique. C'est tout. C'est un peu juste, quand même, pour 14 millions d'habitants. Mais en revanche, ils avaient... Voilà, c'est pareil comme pour l'éducation. On avait formé des infirmiers et des assistants pour les médecins, des gens qui avaient pas d'infirmières. Non. Sauf les seules infirmières qu'il y avait, c'était des religieuses. Parce que l'investissement de l'Église belge, et essentiellement d'ailleurs flamande, puisque à l'époque, la Flandre était très catholique, il y avait énormément de prêtres. C'était un pays qui était surpeuplé, avec la prêtrise ou être moine ou être bonne sœur, c'était un débouché pour des familles nombreuses qui n'avaient pas beaucoup de terre et qui avaient du mal à s'en sortir. Donc il y a beaucoup de prêtres et d'infirmières, de bonnes sœurs flamandes qui sont parties au Congo et qui ont effectivement installé tout un réseau de dispensaires où ils étaient capables de faire des petites opérations, même les accouchements, des tas de choses. Il y a un médecin belge qui est allé au Congo juste après l'indépendance, qui témoigne de tout ça dans le livre, et qui explique que voilà, ils ont eu un mal fou à faire leur boulot, les quelques coopérants médicaux qui sont allés, parce qu'en plus l'ONU ne les a pas aidés. Et
parce qu'ils ont récusé tous ces infirmiers, ces assistants qui n'avaient pas une vraie formation. Et ils ont dit qu'il fallait absolument qu'ils aient une vraie formation, ce qui fait qu'il n'y avait plus personne du coup. Ça a été quelque chose d'absolument dramatique. Donc c'est pour dire que, en fait, quand on regarde la façon dont les choses se sont passées, on a l'impression que le gouvernement belge a fait pour le Congo effectivement le minimum vital qui permettait aux compagnies qui avaient reçu les concessions, parce que ça c'est un choix de Léopold II, il a attribué des concessions à la fois pour l'agriculture et pour l'industrie. L'industrie, elle n'existait pas, ils l'ont construite. Et les mines à des grandes compagnies. On a fait la même chose d'ailleurs pour le Congo-Brazzaville et pour d'autres, pour la République centrafricaine. Ce qui est aujourd'hui la République centrafricaine, les Français ont fait la même chose. Ils ont aussi confié en fait la gestion et l'exploitation à des grandes compagnies. Et donc c'est en partie, je pense, ce qui a expliqué les exactions et l'exploitation outrancière qui a été faite des populations congolaises. Parce que les grandes compagnies, elles n'en avaient pas grand-chose à faire de la santé et du bien-être de leurs ouvriers. Sauf qu'il fallait quand même qu'ils soient en état de travailler, donc qu'ils soient nourris, soignés et un minimum éduqués. Donc ça s'est limité à cela. Et je parlais de... Il y a eu des exactions terribles, à tel point d'ailleurs que en 1908, Léopold II a dû rétrocéder le Congo à la Belgique parce qu'il y avait... on commençait à révéler dans la presse et dans des livres les exactions qui avaient lieu. Alors, bon, il y a toutes sortes de chiffres qui circulent. On a dit que 10 millions de Congolais avaient été exterminés, que la population avait diminué de plus de la moitié. Il n'y a aucune preuve de tout ça. Certes, on sait qu'il y a eu beaucoup de morts, mais on ne sait pas exactement... Il n'y avait pas moyen de compter à l'époque. On ne savait pas combien il y avait d'habitants, donc on ne pouvait pas savoir combien il en restait après. Mais en tout cas, il y avait des conduites scandaleuses à l'égard des populations, ce qui a conduit Léopold II, en 1908, à rétrocéder la Belgique. Et juste avant, il avait envoyé, parce qu'il voulait essayer de se défendre contre toutes les accusations qu'on portait contre lui, notamment l'histoire des... Vous avez dû entendre l'histoire des mains coupées. On disait dans un livre de Edmond Morel, et puis un autre d'Octave Mirbeau aussi, un Français qui s'en était mêlé. Les autres, c'était des Anglais. Donc, on coupait les mains des gens, des travailleurs qui n'avaient pas apporté enfin, disons, par exemple, ceux qui coupaient la canne à sucre ou ceux qui coupaient les palmes pour faire l'huile de palme, etc. Ou ceux qui ramassaient le cuivre, ils étaient astreints à livrer une certaine quantité à l'administration belge. Et s'ils ne livraient pas cette quantité, certains, donc, avaient les mains coupées, comme punition. Il y avait d'autres sortes de punitions. Il y avait la fameuse chicotte, dont tous les Belges parlent beaucoup. La chicotte est une espèce de fouet que l'on appliquait aux travailleurs récalcitrants, etc. Et donc, Léopold II a essayé de se défendre. Il a envoyé une mission officielle de Belges. Il y avait des élus, mais il y avait des médecins, enfin, qui étaient envoyés de Belgique pour vérifier ce qui se passait sur place, avec l'idée qu'ils allaient démentir tout ça. Manque de bol, ils n'ont pas démenti. Ils ont fait un rapport qui allait absolument dans le sens, bon, sans aller jusqu'aux outrances de 10 millions
morts ou de millions de mains coupées, mais ça allait dans le sens. Et il se trouve qu'à la même époque, la France avait envoyé aussi une mission d'enquête au Congo, pas le Congo belge, le Congo Brazza, et en Centrafrique, cette mission avait pour but de prouver que nous, on était bien mieux que les Belges et qu'on ne faisait pas des horreurs pareilles, qu'on était des bons colonisateurs, des colonisateurs vertueux, qu'on était là pour le bien-être de ces pauvres Noirs qui, avant nous, ne mangeaient pas sans doute. Je ne sais pas quelle idée on en avait. En tout cas, on les considérait comme des sauvages, ça c'est sûr. Et donc, non seulement on leur apportait la civilisation, et en plus, on les traitait bien, pas comme ce roi-là, nous, la République. On était capable de bien traiter nos colonies. Et malheureusement, alors cette mission, sur les instances de Jean Jaurès, à l'époque, il a été député à l'Assemblée, et il avait insisté pour que ce soit Savagnin Brazza qui soit à la tête de la mission. Parce qu'il avait dit, au moins lui, il connaît le terrain. Et pour cause. Et donc, Savagnin Brazza est allé à la tête de cette mission, et il est allé donc en Centrafrique et au Congo de Brazza. Et surtout en Centrafrique, il a vu des choses épouvantables. Et il a été absolument horrifié. Malheureusement, il est parvenu. Il est mort en route. Apparemment de malaria. Ce qui est possible. Personne n'a dit qu'il avait été assassiné. Mais il est mort d'une crise de malaria. Mais il avait avec lui son secrétaire particulier, et qui lui n'est pas mort et à qui il avait confié toutes les notes qu'il avait prises. Et donc ceci a été remis à l'Assemblée et puis au gouvernement, qui ont jugé qu'il valait mieux ne pas publier ces choses-là. Et ce rapport, le rapport Brazza, a été enterré. Et il a été retrouvé seulement en 1965, donc alors qu'il datait de 1905. Par une chercheuse historienne qui s'appelle Catherine Kokry-Widrowicz, je ne la connais pas, mais qui a retrouvé ça dans des fonds d'archives à Aix-en-Provence. Ça avait été complètement déclassé, et bon, personne n'avait eu l'idée saugrenue de les détruire. Donc, et alors, elle explique, elle particulièrement, ce qu'était l'Afrique des grandes compagnies, comment ces compagnies, qui n'étaient pas forcément toutes à l'époque déjà des multinationales, mais qui le sont devenues depuis, avaient mis ce malheureux continent en coupe réglée, sans aucun souci pour la population. Donc, en fait, tout ça ne faisait que de renforcer les dires d'Edmond Morel. Et il y a aussi, comment il s'appelle ? J'ai un trou. L'auteur de Sherlock Holmes. Conan Doyle. Arthur Conan Doyle aussi a écrit un bouquin sur le Congo belge et les horreurs qui s'y passaient. C'est intéressant. Bon, alors en Belgique, on dit, ouais, ils disent ça, c'est parce qu'ils sont jaloux. Parce que ils auraient bien voulu avoir le Congo, c'est un immense territoire, et ils considéraient que c'était pas juste que la Belgique ait hérité du Congo, parce que c'est un tout petit pays, pourquoi ils avaient besoin d'avoir un si grand territoire, ils sont même pas capables de le gérer, la preuve, regardez ce qui s'y passe. Donc voilà, ça c'était la défense officielle des Belges à l'époque, mais c'est encore une thèse qui court, hein. Quand on parle de ça avec des Belges même maintenant, ils ressortent cet argument. Tout le mal qu'on a dit sur la colonisation belge,
c'était de la médisance, c'était parce qu'ils n'ont pas été contents des résultats de la conférence de Berlin. Alors, je suppose que vous savez, la conférence de Berlin, ça s'est tenu en 1885 pour essayer de mettre un peu d'ordre dans le processus colonial, parce que c'était la grande mode, là, à l'époque, à partir de 1830-1840. Tout le monde, tous les pays d'Europe voulaient avoir des colonies, à la fois pour les matières premières, pour les débouchés, pour la main-d'œuvre, bon marché, et puis pour la civilisation des bons sauvages. Il n'y avait pas assez lu Rousseau, qui dit que les bons sauvages, c'est les plus civilisés de tous. Donc pourquoi civiliser les gens les plus civilisés? Et donc tout le monde, c'était un peu anarchique. Il y avait des conflits en puissance entre les pays européens sur le partage des colonies. Parce que c'était comme le Stanley qui a découvert le Congo, c'était des aventuriers qui allaient là-bas. Il y a un prêtre qui m'a dit au début, tout ce qui venait au Congo, c'était ou des aventuriers qui cherchaient l'argent, ou des gens qui avaient la foi et qui voulaient la transmettre aux Congolais. Donc voilà. C'était exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, je dis que le Congo, mais ça s'est passé de la même manière, je pense, dans d'autres pays. Même si je pense que dans le Congo belge, comme je l'ai dit, l'Église a vraiment joué, et joue toujours, un rôle très important. La Belgique n'est pas un pays laïque. Il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. L'État finance tous les cultes, et particulièrement le culte catholique, mais les autres aussi. Et au Congo, c'est la même chose. En fait, le système a été copié-collé sur le système belge, étant donné l'influence énorme qu'ont eu les prêtres, puisque c'est les prêtres et les bonnes sœurs, puisque c'est eux qui ont presque tout fait au niveau des rapports avec les gens, avec la population. C'était eux qui étaient en contact direct. Donc ça continue aujourd'hui, et ça, au point que l'Église du Congo donne son avis sur tout ce qui se passe au plan politique. Par exemple, là, il y a eu des élections récemment. Il y a eu une élection présidentielle en décembre 2018, et l'Église congolaise a estimé que cette élection ne s'était pas bien déroulée, qu'elle n'avait pas été juste, que les résultats n'étaient pas les vrais résultats. Et donc, dans un premier temps, elle a contesté le nouveau président, Tshisekedi. Bon, et puis, finalement, comme tous les pays du monde l'ont reconnu, l'Église a fini par se plier. Mais, par exemple, si on était au Congo, demain, ce serait l'Église qui organiserait les manifs. Les manifs, les défilés, la contestation, c'est très souvent l'Église qui est à le fer de lance. L'Église actuelle, qui est une Église, congolaise maintenant. Parce que là aussi, où les missionnaires ont bien réussi, contrairement au roi et à son administration, c'est qu'ils ont formé les gens capables de les remplacer quand ils partiraient. Eux, ils avaient pensé que la colonisation, c'était pas pour toujours, que ça finirait. Et qu'il fallait, de toute façon, si on voulait que l'Église perdure, que les Congolais restent catholiques ou protestants, parce que les protestants ont fait la même chose, il fallait former des Congolais qui deviennent des prêtres, qui soient capables d'évangéliser, qui soient capables de poursuivre l'œuvre qu'ils avaient commencée. Et ils l'ont fait. Et ça marche très bien. Ils ont formé des milliers de prêtres, à tel point, je dis à un moment, le Congo a commencé par exporter de l'ivoire, des défenses d'éléphants,
le cuivre, l'huile de palme, et maintenant en plus ils exportent des prêtres, parce que nous on n'en a plus. Et donc en Belgique il y a beaucoup de prêtres congolais, et ici il y en a aussi. J'étais lundi à une réunion sur le Congo où on dévoilait, c'est un peu comme ce que je viens de raconter là, sur le rapport Brazza et tout ça, où on dévoilait un rapport de l'ONU qui a été fait entre 1996 et 2006 sur les guerres de l'Est du Congo, les massacres qu'il y a eu, les milices qui sont intervenues, qui détruisaient les villages, massacraient la population, violaient les femmes, etc. Et donc, ils ont fait un rapport qui s'appelle, je ne sais pas pourquoi, Mapping. J'imagine que ils ont dû faire une carte des exactions. Et ce rapport n'a jamais été publié. Il a été soigneusement caché dans quelques tiroirs poussiéreux à New York. Et là, il vient d'être révélé lundi dernier à l'Assemblée nationale, normalement par le fameux docteur là, qui répare les femmes violées, le docteur Mukwege. Malheureusement, il a dû repartir là, dans son pays parce que sa maman est morte juste ce jour-là. Mais donc, voilà, c'est pour dire qu'il y a encore beaucoup de... Non, j'avais pas, j'ai cru que vous avez regardé votre montre. Il y a encore beaucoup de choses à révéler si on continue, ne serait-ce que ce fameux rapport-là. Je suppose qu'un certain nombre de gens vont commencer à travailler là-dessus et à faire des nouvelles révélations dans l'année qui suit. Ce qui est prévu, c'est que ça va servir de base de travail pour des investigations, pour arriver à nommer, à désigner vraiment nommément et à engager des poursuites contre les auteurs de tous ces massacres, de tous ces viols et tout ça. Donc, et ça devrait aboutir à des poursuites dans l'année qui vient. Donc c'est tout un boulot qui est en route. Mais bon, moi ce que je trouve particulièrement triste, c'est que voilà, l'indépendance du Congo, officiellement, ça date de 60 ans, 1960, donc ça va être l'année prochaine. Et on en est encore à découvrir des rapports cachés, comme on le faisait en 1905-1908, qui a été évidemment la pire période de l'exploitation. Évidemment, ça n'a pas continué avec une telle intensité après. Il y a eu des améliorations. Mais l'autre chose que les Belges notamment mettent en avant pour justifier ce qu'ils ont fait au Congo, le fait qu'ils y soient allés et qu'ils aient, comme ils disent, essayé de mettre de l'ordre, c'était l'esclavage. Léopold II s'est fait le grand chevalier blanc de l'anti-esclavagisme. C'est vrai que l'esclavage régnait au Congo et dans toute l'Afrique. Mais, enfin, peut-être pas dans toute l'Afrique, pas forcément dans l'Afrique du Sud ou certaines parties, mais ni l'Afrique du Nord d'ailleurs. On n'envoyait pas les Nord-Africains en esclavage. On les rasiait pas pour les envoyer en Amérique, mais en fait, ça date pas de la colonisation, l'esclavage. Ça date de bien avant, en fait. Ça date de l'époque arabe, des conquêtes arabes, de l'islamisation. Au moment où on a islamisé une partie du Congo, un certain nombre de pays d'Afrique qui sont musulmans, mais au Congo, il y a un petit territoire aussi qui est musulman. On n'en parle jamais, c'est le Maniema, ça s'appelle. C'est tout petit, c'est enclavé complètement à l'est du Congo, entre le nord Kivu, le sud Kivu. Et là, s'était installé
les émirs qui organisaient la traite des esclaves. Alors c'était une traite qui n'allait pas à l'époque vers l'Amérique. Évidemment, on n'avait pas encore découvert. Christophe Colomb n'était pas encore né. Mais ça allait vers le nord, vers l'Afrique du Nord, vers l'Égypte, la Libye, vers l'Arabie saoudite, toute cette région qui recevait des esclaves, les exploitait, et qui continue de le faire. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, les Émirats, le Qatar, etc., tous ces pays continuent d'avoir des esclaves. Alors maintenant, c'est plus des esclaves de la traite négrière qui vont chercher au Maniema ou au Kivu. C'est des esclaves surtout qui viennent d'Asie, des Philippines, du Bangladesh et tout ça, et qui sont censés être des employés payés, rétribués, bien traités. Ce qui n'est absolument pas le cas. Quand ils arrivent, on leur pique leur passeport et ils deviennent des esclaves de leur patron. Et ils n'ont le droit de rentrer chez eux que quand ils auront remboursé leur billet, parce que souvent leur billet d'avion a été payé par l'employeur, et quand on leur rendra leur passeport. Bien, ce que je voulais dire à propos de l'esclavage, c'est que, en fait, les Belges ont fait un peu comme ce que font nos chers émirs. Ils ont supprimé officiellement l'esclavage, mais ils l'ont introduit sous une autre forme qui a duré très longtemps, en fait jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Et cette forme, c'était le travail obligatoire, le travail forcé. C'est-à-dire que pour construire le chemin de fer, eh bien, on raflait des gens dans les villages, et puis il fallait qu'ils y aillent, quoi. Savognin de Brazza raconte une histoire horrible comme ça, qui ne se passe pas au Congo, mais qui se passe en Centrafrique, où, pareil, pour construire des routes, on avait raflé des gens dans des villages, et pour être sûr qu'ils n'allaient pas se sauver, on avait aussi raflé les femmes, on avait emmené en captivité toutes les femmes, et on leur avait dit, quand vous aurez fini la route, on vous rendra vos femmes. Et c'est un truc que raconte Savognin de Brazza, quoi. C'est pas un humoriste, c'est du vrai, c'est du dur. Et donc ça s'est passé comme ça au Congo aussi. Les gens n'étaient pas payés, ils vivaient ils avaient une partie de ce qu'ils récoltaient, évidemment. Et puis, jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, et là, on a établi les salaires. La situation s'est beaucoup améliorée à partir des années 50, parce que le fait qu'il y ait eu la guerre, ça a changé beaucoup de choses. Il n'y a pas eu les Congolais n'ont pas été engagés dans les armées, dans l'armée belge, ni dans les armées alliées, pas du tout, parce que la grande idée de la Belgique, c'était que moins il y avait de Congolais qui venaient en Belgique, et mieux ça valait. Moins ils voyaient ce qui se passe ailleurs, et mieux ça valait. Donc, ils ne sont pas venus. On ne les a pas fait venir. Les premières fois où les Congolais sont venus, à part les villages nègres, là, il y a eu ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu aussi en France ce village nègre, c'est-à-dire qu'on a amené les gens d'un village pour les montrer comme une exposition. Il y a eu ça à la Porte Dorée. On avait amené des Africains, des Sénégalais et tout ça. Le village entier, et pendant l'exposition coloniale, ce qui durait, je ne sais pas, 3 semaines, ils étaient là et les gens venaient voir comment ils vivaient, comment ils étaient habillés, comment ils chantaient, comment ils mangeaient, etc. Ça, oui, comme ça, on en a fini à venir, mais autrement, non. Surtout les Belges. Leur truc, leur grande mot d'ordre, c'était pas d'élite, pas d'ennui. Pas mal, pas d'élite, pas d'ennui. Donc, ils ne les ont pas fait venir même pour la guerre. Mais en revanche, ils ont été dans une espèce des espèces de brigades
qui ont participé au combat de la Seconde Guerre mondiale en Égypte, en Palestine, enfin au Moyen-Orient, mais pas en Europe, ils ne sont pas venus en Europe. Mais cela dit, le fait qu'ils soient sortis, qu'ils aient fait la guerre et qu'ils aient vu ce qui se passait, et qu'ils aient vu que la Belgique avait été envahie en 10 jours, leur patron, ça a un peu changé les choses et les mentalités. Il y a des yeux qui commençaient à s'ouvrir. Et donc, après, à partir des années 50, il y a eu vraiment une amélioration très nette de la condition des gens qui étaient payés et qui avaient plus accès à des postes plus intéressants dans les usines, un peu mieux formés, etc. Avec l'idée que, comme ça, d'autant plus qu'il y avait un mouvement de décolonisation générale, il y avait déjà des colonies britanniques qui étaient plus que les colonies, les Français, le général de Gaulle n'est pas beaucoup apprécié chez les nostalgiques de la colonisation, parce que ils m'ont dit, plusieurs personnes là, m'ont dit, oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? En 1944, il est venu à Brazzaville et il a dit que ce pays était voué à être un jour indépendant, qu'ils avaient droit à gérer eux-mêmes leurs affaires. Et Brazzaville, c'est juste en face de nous, là, juste de l'autre côté du fleuve. Donc forcément, les nôtres, ils ont entendu, ça leur a donné des idées. Donc dans les années 50, il y a des mouvements effectivement indépendantistes qui se sont développés. Alors celui de Joseph Kasavubu, qui lui était plutôt qui a été après le premier président de la République, mais qui était lui aussi un fils de chef, quelqu'un de l'élite, et qui était pour une fédération. Il pensait que le Congo c'était trop grand, trop compliqué, trop fait d'ethnies, de gens différents qui n'avaient pas les mêmes coutumes, qui ne parlaient pas la même langue, etc. Et que ce serait mieux de faire une fédération de différents États, en commençant par le sien, qui était le Bas-Congo. Et puis il y a eu, juste après, lui, il a été le premier à faire un mouvement autonomiste d'abord, puis indépendantiste. Et puis après, il y a eu le mouvement national de Lumumba, de Patrice Lumumba, mais qui est assez tardif en fait. Celui de Kasavubu, ça doit être 1954, et Lumumba, c'est 57, je crois. C'est ça ? 57. Merci. Mais après, c'est allé très vite, évidemment, parce que tout ce qui se passait autour dans le monde allait dans ce sens. Et les Belges ont très vite compris qu'ils n'allaient pas pouvoir freiner. Et alors, au lieu de freiner, ils ont accéléré. C'est-à-dire, en 1958, il y a eu un discours, il y avait eu des émeutes. En 1957, enfin, il y a eu des émeutes dans ces années-là, un peu dans différentes régions du Congo. Et c'est Baudouin, qui était le roi Baudouin, lui, qui avait visité le Congo d'ailleurs en 1955, qui avait dit que ce qu'il fallait, c'est que les relations, que les Congolais soient traités comme les Belges, parce que c'était pas possible de continuer avec le code colonial, le code noir. Il y avait un code noir qui faisait vraiment, c'était un véritable apartheid, la façon de vivre. Les Noirs n'avaient pas le droit d'aller dans le cinéma des Blancs, ni dans les restaurants des Blancs. C'était pas codifié comme en Afrique du Sud, mais c'était quand même... il y avait un couvre-feu le soir à Léopoldville, les Noirs devaient être dans leur quartier, et les Blancs dans leur, etc. Et il avait vu ça quand même, il n'était pas aussi bête qu'on l'a dit à une certaine époque. Et il avait dit, il faut absolument, si on veut que tout se passe bien, changer les rapports humains entre les Noirs et les Blancs. Malheureusement, il n'a pas été écouté, il n'a pas été entendu, l'administration n'a pas suivi, les ministres s'en fichaient complètement. Du moment qu'il y avait de l'argent qui rentrait, c'était tout bon.
Et après, ça a été très très vite, quoi. 58, en décembre 58, Baudouin a fait un discours où il a dit on va donner l'indépendance, on va donner l'indépendance au Congo, et on va préparer ça sans précipitation et sans retard, ni l'un ni l'autre, ni précipitation, ni retard inconsidéré. En fait, il y a eu les deux. Parce que l'administration restait toujours aussi en retard, a continué à ne rien préparer. Et le mouvement indépendantiste, lui, allait de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et donc, en janvier, février 1960, il y a eu une table ronde à Bruxelles où on a fait venir les quelques leaders congolais identifiés. Il n'y en avait pas beaucoup. Donc, il y avait donc Kasavubu et Lumumba parmi eux. Et puis Mobutu, mais Mobutu n'était pas délégué, lui. Donc Mobutu était là comme journaliste, il était militaire, il faisait le journal de l'armée, il était là pour raconter. Et ça a duré un mois, ils ont décidé qu'à la fin que l'indépendance serait le 30 juin, qu'on ferait des élections en mai pour élire une assemblée nationale, et puis, basta, au revoir. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est rapatrier en Belgique tous les sièges des grandes compagnies belges qui étaient au Congo. Tous les sièges et les fonds. Ce qui fait que quand Kasavubu et Lumumba sont arrivés, il n'y avait plus rien dans les caisses. Il y a beaucoup de câbles qui sont partis très vite parce que ça a mal tourné tout de suite. Il y a eu tout de suite des troubles très importants. Pour une raison très simple que raconte un des derniers interviewés, c'est que effectivement les dirigeants congolais étaient hors d'état de prendre les fonctions qu'ils ont prises. Et par exemple, Lumumba, qui était à la fois Premier ministre et ministre de la Défense, n'a pas pensé à faire une chose toute bête, c'est-à-dire de passer la direction de l'armée nationale congolaise à des Congolais. Les Belges sont restés. Et le lendemain de l'indépendance, le général qui commandait les forces belges a réuni tout son état-major et il a écrit au tableau « Après l'indépendance égale avant l'indépendance ». Et là, ça a été l'explosion, l'armée s'est rebellée, ça a été le bazar total. Les Belges ont eu peur, ils sont partis. Et ça a commencé à aller très mal. Bon, je ne vous raconte pas toute la suite, mais vous pourrez la lire dans le livre. Voilà. Merci Françoise. Alors, la discussion est ouverte. C'est Raoul qui l'anime comme d'habitude. Vous avez la parole. Pierre-Henri, vas-y. Laurent, Pierre-Henri. Laurent. Vas-y, Laurent. Après Pierre-Henri. Il m'est arrivé de passer à la librairie Wallonne qui se trouve à côté de Beaubourg. Ah oui. Et j'ai constaté qu'il y avait un certain nombre d'ouvrages en français qui étaient très critiques, d'ouvrages d'historiens, qui étaient extrêmement critiques vis-à-vis de la colonisation et notamment du roi Léopold. Est-ce que c'est propre aux historiens de langue française ou est-ce que c'est un constat qui est également partagé par les historiens et essayistes flamands, ou est-ce qu'il y a une séparation aussi entre wallon et flamand sur la question de la colonisation? Non, pas vraiment. Mais maintenant, la personne de Léopold II et son œuvre sont effectivement l'objet de beaucoup de questionnements et beaucoup de critiques, mais c'est assez récent en fait. Ça date du début du 2000 par là, fin 90, 2000, parce qu'il y a eu à ce moment-là une commission d'enquête qui s'est réunie à l'Assemblée nationale belge et
qui a enquêté sur les circonstances de ce que je viens de raconter, l'indépendance, l'arrivée au pouvoir de Lumumba et Kasavubu, et surtout la mort de Lumumba qui a été assassiné dans des conditions absolument atroces en janvier 61. Donc il a été élu Premier ministre, il est devenu Premier ministre le 30 juin 60. Il a été Premier ministre pendant 2 mois, juillet, août, une partie de septembre. Et bon, il s'est passé des tas d'événements qui font qu'il ne tenait plus les choses en main. Il a été démis de ses fonctions à la mi-septembre, arrêté, accusé de crime parce qu'il y avait eu des affrontements un peu dans toutes les provinces. Il y avait le Katanga qui avait fait sécession, le Kasaï qui avait fait sécession, d'autres provinces où il y avait des émeutes, etc. Et donc, cette commission d'enquête a révélé énormément de choses. C'était déjà un écrivain, M. De Witt, qui avait suscité cette commission d'enquête parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelle « L'assassinat de Patrice Lumumba », qui est sorti en 1999 et qui déballait beaucoup de choses et beaucoup des crimes qui avaient été commis, non seulement sur Lumumba, mais sur beaucoup d'autres gens, sur ses compagnons, parce qu'il n'était pas tout seul dans l'affaire. Et ça avait tellement choqué, ça avait fait un peu le même effet que Edmond Morel en 1905. Et cette commission d'enquête a déballé énormément de choses. Il y a eu quelques Congolais qui ont participé, mais très peu. C'était surtout des historiens. Mais ça a donné un élan à l'histoire, à la recherche historique. À partir de ce qui a été déballé, les historiens se sont repenchés sur l'histoire et l'ont revisité et ont vu les choses autrement. Donc, il a commencé à y avoir effectivement des Flamands et des Wallons, les deux côtés. Les Flamands ont fait beaucoup de travail. Hein. Il y a notamment un livre qui a été publié par un Flamand qui s'appelle David Renbroek et qui s'appelle Congo, tout simplement. C'est une brique énorme, mais où il raconte... lui, il a pris depuis le début, quoi. Il a pris depuis le début de la colonisation. Il a essayé, enfin bon, il prétend qu'il a trouvé un monsieur qui avait connu Stanley. J'ai quelques doutes, mais enfin, après tout, s'il y a peut-être des centenaires là-bas qui se rappellent bien. Mais autrement, c'est un livre à la fois critique et pas critique, parce que il met aussi en avant les réalisations qui ont été faites pendant cette période coloniale. Mais il y a effectivement maintenant, par exemple, il y a un livre qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle Léopold II, Potentat congolais. Bon. Et qui aussi ressort pas mal des exactions qui ont été faites à cette époque lointaine d'ailleurs. Et en montrant d'ailleurs que Léopold II n'a jamais mis les pieds au Congo, je dirais moi non plus. Bon. Mais la plupart des ministres n'y mettaient pas les pieds non plus. C'était une colonie gérée de loin, quoi, de très loin, avec des hommes d'affaires, des banquiers, des financiers. Et ça, maintenant, ça commence à être critiqué sérieusement. Puis alors maintenant, la personne de Léopold II, par exemple, il y a 15 jours, je suis allée à Courtrai voir les petits missionnaires là, qui parlent dans mon livre, qui sont des vieux pépés qui sont dans leur maison de retraite à Courtrai. Donc c'est tous des Flamands qui sont rentrés dans leur pays pour... ils ont mis des missionnaires, enfin des scotistes congolais à leur place, et puis eux, ils sont là. Et ils m'ont dit que cette semaine-là, donc il y a 15 jours, quand j'y étais, la ville de Courtrai avait décidé de déboulonner la statue de Léopold II
et de supprimer tous les noms de rues qui faisaient référence soit à lui, soit à ses adjoints. Et ça s'est déjà passé dans d'autres villes. Hein. À Ostende, sur la plage d'Ostende, je ne sais pas si quelqu'un connaît la plage d'Ostende, il y a une magnifique statue équestre de Léopold II. Il n'a plus de mains. On lui a coupé les mains. Et bon. Alors c'est une question qui est beaucoup débattue maintenant, avec aussi, bon, ça j'en parle assez abondamment, la question de la restitution des biens culturels, des œuvres d'art qui sont au musée, au fameux musée de Tervuren, qui maintenant s'appelle plus le musée royal d'Afrique centrale, mais s'appelle Africa Museum. Il a été profondément révisé par son conservateur, qui est Guido Gesell, là, dont on a fait plusieurs interviews, qui est quelqu'un d'intéressant. Et oui, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, hein, des deux côtés. Mais les Flamands ne sont pas en reste, pas du tout. Alors, excusez-moi, je reste sur le sujet parce que ma question justement avait trait à Léopold II. J'ai bien écouté ce que vous disiez, autant dans l'intervention que dans les réponses, et je me pose la question en fait de son implication réelle, politique, dans ce qui s'est passé au Congo. C'est-à-dire que c'était sa propriété privée, oui. Il a suivi, j'ai l'impression, l'implantation des entreprises, mais qu'en est-il après? Est-ce qu'il découvre les exactions au moment où il reçoit les rapports, ou est-ce que derrière, il est vraiment responsable de ce qui s'est passé, et puis peut-être le gouvernement belge aussi à l'époque. On a l'impression, vous venez d'utiliser l'expression, c'était géré de loin. On a l'impression que finalement les institutions belges sont coupables de négligence, de désinvolture envers la manière dont les choses se déroulaient au Congo, plus que c'était pas des donneurs d'ordre, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que effectivement, comme je vous l'ai dit, ils ont concédé. En fait, ils ont donné le Congo à des colonies, à des compagnies, à des grandes compagnies, des grandes entreprises, des banques, ou la compagnie maritime, par exemple, d'Anvers, qui ramenait toutes les richesses tirées du Congo, etc. Mais ils ont eu un peu carte blanche, ceux-là, sur le terrain. Ils n'étaient pas... Il n'y avait pas vraiment on dirait aujourd'hui, il n'y avait pas de monitoring. On ne suivait pas vraiment ce qu'ils faisaient. Et quand il y a eu le livre d'Edmond Morel sur le caoutchouc rouge, par exemple, ça s'appelait Le caoutchouc rouge, son livre où il dénonçait la manière dont on cultivait, surtout on retirait le caoutchouc des EVA. Et c'était absolument abominable de travailler là-dedans. Il y avait une mortalité, mais quelque chose d'épouvantable. Et il savait bien qu'on ne les chouchoutait pas et qu'on n'était pas là pour les bercer, les dorloter. Mais je pense qu'il ne se rendait pas compte que c'était à ce point-là. Et d'ailleurs, sa réaction, ça a été d'envoyer une commission d'enquête de Bruxelles. Et à sa grande surprise, je pense, il a été en partie surpris parce que cette commission d'enquête a rapporté. Parce que lui, il voyait l'argent que ça rapportait. C'est quelqu'un qui était tout à fait obsédé par le commerce. D'ailleurs, c'était l'époque de l'expansion sans frein du libéralisme économique. C'était Adam Smith et tout ça. Et tout le monde faisait pareil. Il n'y avait pas que la Belgique. Tous les pays qui étaient en train de s'industrialiser à toute vitesse cherchaient des matières premières, des débouchés et tout ça. Et ils le faisaient tous de la même façon. Alors peut-être il y en avait qui étaient... Je pense que je vais me montrer un peu chauvine. Je pense que du côté français, on a suivi un peu de plus près quand même ce qui se passait. Les compagnies, les sociétés, on a un petit peu regardé d'un peu plus près. Il y a eu
un souci un peu plus constant des droits de l'homme. Mais bon, c'était pas la mode à l'époque, hein. Pas du tout même. Donc tout le monde s'en fichait complètement, et à commencer par le roi Léopold, qui était tout fier d'avoir, comme il le disait, mis fin à l'esclavage. Mais bon, lui, il a peut-être cru mettre fin à l'esclavage, mais les compagnies qui avaient les concessions, elles ont continué d'une autre manière à réduire les gens en esclavage, parce qu'en fait, ils n'avaient pas tellement de choix. Ceux qui voulaient échapper au travail forcé, il fallait qu'ils s'enfuient. Il y en a qui l'ont fait d'ailleurs, qui sont enfuis dans la brousse, qui sont enfuis dans la forêt tropicale, équatoriale, où on ne pouvait pas aller les chercher, qui ont d'ailleurs après créé des groupes rebelles, qui ont après attaqué souvent les Belges. C'était pas tout rose comme on... Et les rapports qu'on lui faisait, on lui disait que tout était rose. Et c'est ce qui est un peu expliqué dans ce livre dont je vous ai parlé, là, Léopold II, Potentat. Parce qu'il ne savait pas tout, mais il aurait dû savoir tout. Il aurait dû faire en sorte de savoir tout. Oui. Les curés, les jeunes sœurs ne faisaient pas de rapport, ne dénonçaient pas ce qui se passait sur le terrain. Ils étaient bien placés pour le... Ils le dénoncent maintenant, mais je crois qu'à l'époque, ils étaient soumis à leur hiérarchie et ils n'avaient pas vraiment de liberté de parole, ou alors il fallait qu'ils s'en aillent, qu'ils démissionnent, qu'ils se défroquent. La hiérarchie cautionnée? Oui. La hiérarchie cautionnée. Oui. La hiérarchie qui était en Belgique. Vas-y. Alors, du coup, vous parlez de l'armée belge qui continuera après l'indépendance. Nous, d'ailleurs. Oui, alors non, attention, c'était pas l'armée belge. C'était C'était ce qu'on appelait la force publique, qui avait été... Ça a été aussi... Il était quand même génial, hein, par certains côtés, Léopold II. Il faut le reconnaître, bien qu'il était roi de deux royaumes. Alors qu'il n'aurait pas dû. Un aurait dû lui suffire. Eh bien, il était malin, parce qu'il avait... Il n'y avait pas de militaires belges, sauf l'encadrement. Tous les soldats du rang, c'était la force publique, c'était recruté sur place. C'était des Congolais. Et dans l'encadrement, il y avait des Belges et il y avait beaucoup d'autres. Il y avait des Sud-Africains, il y avait des Américains, il y avait des Italiens, des Grecs, enfin un peu tout le monde dans l'encadrement, mais pas de Congolais. Et c'est là que moi je trouve que Lumumba, je ne sais pas où il avait la tête. Ne pas penser que la première chose à faire, c'était prendre en main la force publique qui était transformée, qui était déjà la base. C'était tous des Congolais, mais qui étaient déjà en place et tout ça. Ne pas penser qu'il fallait la prendre en main en donnant un encadrement national, ça, franchement, j'arrive pas à comprendre comment il a pu faire cette erreur, mais qui lui a été fatale. Ça, je comprends pas. Il a fallu que la force publique se soulève et vienne devant le ministère de la Défense, puisqu'il était ministre de la Défense. Et il y a eu ils ont commencé à s'attaquer aux Belges qui étaient encore là et tout ça. Et ils insultaient Lumumba. Ils disaient des insultes contre Lumumba, qui était leur ministre. C'est quelque chose, je sais pas. On va demander à Déo s'il a une explication. Moi, j'en ai pas. Nous avons là. Le manque d'encadrement. Il y avait un manque. Oui. C'est un peu ça, ils étaient pas... Enfin, il y avait, par exemple, il y a un monsieur là qui est interviewé dans le livre et qui était à l'époque, au moment de l'indépendance, il était en formation à l'école militaire, à l'école royale militaire de Bruxelles. Il était en formation. Donc après, il a été embauché par Mobutu, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment d'officiers supérieurs formés pour ça. Ça, c'est vrai. Puisque pas d'élite, pas d'ennui. Dans tous les domaines.
Allez-y, monsieur. Oui, ce que je peux ajouter, parce que merci de me donner la parole, ça va peut-être résumer les 3 questions. Parce que je fais des conférences dans les lycées, les universités, à travers la France, la Belgique et la Suisse, sur le Congo. Donc j'ai eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, même si je suis né juste une année avant l'indépendance. Mais ce que j'ai compris, c'est que les Belges, contrairement aux Français, contrairement aux Britanniques, ils n'ont jamais eu l'idée de quitter le Congo. Ils n'ont jamais eu, c'est tout ce qu'on appelait, je ne sais pas si on apprend par les mêmes mots, moi de l'école secondaire, enfin collège, on disait une colonie d'exploitation. Pour les Belges, c'était une colonie d'exploitation. Ils n'ont jamais eu l'idée qu'un jour, ils pouvaient partir, qu'un jour les nègres pouvaient leur demander leur liberté. Et donc, pendant 80 ans, les Belges, certes, ils ont construit des routes, mais ce n'était pas pour les biens de mon grand-père. C'était des routes qui allaient du centre minier, de la carrière de mine, au port d'embarquement, du cuivre, de l'EVA. Ouais. Ils ont fait des écoles, comme a dit Françoise, mais dans ces écoles, parce qu'ils n'ont pas peur, ils n'ont pas voulu laisser des élites qui peuvent justement réclamer l'indépendance. Ils ont formé des infirmiers, pas de médecins. Ils ont formé des infirmiers, mais juste pour lui qui ne veut pas travailler sous prétexte qu'il a une migraine, des aspirines, aller au boulot. Ils ont formé des policiers, pas pour la paix et la sécurité dans les villages, mais pour obliger les gens à travailler. C'est comme ça que, comme a dit Mme Germain Robin, la veille de l'indépendance, il n'y avait pas de cadre formé. Pendant que Senghor enseignait à la Sorbonne, nous, il n'y avait personne. Je donne un exemple très typique, parce que celui-là je le connais. Le jour de l'indépendance, il y a quelques élèves policiers. Il y a l'indépendance, mais le général est parti, il n'y a pas de colonel et tout. Mon père était colonel à 22 ans. Juste, il n'avait pas fini l'école. Comment voulez-vous que le jour de l'indépendance, à l'armée par exemple, l'officier, le plus gradé, c'était l'adjudant-chef Bobozo. Okay? Il n'y avait pas de sous-lieutenant, pas de lieutenant, pas de capitaine. Okay? D'où, je propage des exemples concrets. Indépendance le 30 juin 60, le ministre belge de la Santé est parti, mais il n'y a aucun médecin. Bon, le premier infirmier, on lui dit, bon, c'est toi qui seras ministre de la Santé. Ok? Comment voulez-vous qu'il dirige? Ok? Même chose dans l'armée, d'où les mutineries. Tous les petits sergents, petits, parce qu'il n'y a pas d'officiers, ceux qui ont fait l'armée, comme c'est un pays, 5 fois la France quand même, où il y a des milliers de militaires, chacun dit, il y a 450 tribus, chaque petit sergent, il dit c'est moi qui serai le chef de l'armée et partout, c'est ça la mutinerie. Et comme a commis l'erreur le général Émile Janssens, qui avait dit, avant l'indépendance dans l'armée, égal après l'indépendance, et tous les soldats là qui veulent être général, ils s'en prennent aux Belges, de la mutinerie, d'où la mort de Lumumba. Parce que quand il y a les désordres, Lumumba, d'abord il y a la sécession de la province du Katanga, et puis de la province du Kasaï. Lumumba, il dit comment mettre de l'ordre dans cette fourmilière. Il en appelle à l'ONU, l'ONU refuse de l'aider. Lumumba dit je vais appeler les soviétiques pour remettre de l'ordre dans le pays. On le traite de communiste, Lumumba est assassiné. Donc c'est comme ça que je peux résumer, mais tout ça c'est des histoires qui ont été tellement cachées. Il n'y a que dans les années 2000, 1989-2000, que les réalités commencent à sortir, pour vous répondre monsieur, et que maintenant on commence à voir qu'il y avait des choses qu'on cachait. Notamment en 2000 ou 2002, il y a un monsieur qui a déclaré, qui a dit c'est moi qui ai tué Lumumba, qu'il est découpé en morceaux, qu'il l'ait mis dans de l'acide pour faire fondre le corps. Il a été découpé en morceaux comme de la charcuterie. Et c'est 50 ans après que ce monsieur a dit c'est moi qui ai tué Lumumba. Mais pendant tout ce temps, il n'avait pas le courage de le dire. Il avait peur de représailles. Et donc, je résume parce que ce n'est pas moi qui ai la parole. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut voir l'histoire. Il y avait des choses qui étaient cachées, qui commencent d'aujourd'hui à sortir dans les livres, sur les mains coupées, sur tout ce qui s'est passé pendant ces 80 ans. Mais c'était tellement sous le sceau du secret qu'on ne pouvait pas le savoir, en fait. Je crois que j'ai résumé un peu. Merci. Des questions? Moi j'en ai une, mais il y a très peu de minutes. C'est ça. Alors, je répondrai vite. Oui, alors
le sujet est immense. Oui, c'est quoi? Au début, les premières lignes de votre livre, vous dites que la mémoire du Congo perturbe les Belges comme la mémoire de l'Algérie chez nous. Ouais. Est-ce que, justement, comment tenter une comparaison? Donc, vous avez 2 minutes. Non. Non, est-ce que c'est le même, est-ce que c'est le même type de, ou est-ce que ça a été le même type de perturbation? Non, c'est différent. C'est différent, mais je dis, ce qui perturbe, c'est le fait que, bon, l'Algérie, c'est une colonie de peuplement. On a voulu peupler l'Algérie avec des Français. Voilà. Alors là, on a fait partie d'ailleurs. Il y avait énormément de Français en Algérie. C'est pas du tout le cas au Congo. La Belgique n'a pas essayé de peupler le Congo avec des Belges. Elle n'aurait jamais pu d'ailleurs. C'est impossible. Physiquement impossible. Mais là où c'est comparable, c'est dans le fait que je me suis rendu compte, en écrivant ce bouquin, en interrogeant les gens, que presque toutes les familles ont eu quelqu'un qui est allé au Congo. Ça a duré 80 ans, la colonisation, mais il y a eu un... Comment on appelle ça en français? Un roulement. Excuse-moi. Il y a eu un roulement très intense de gens qui allaient là-bas parce que leur administration les envoyait pour 1 an, 2 ans, en coopération, en je sais pas quoi, pour tenir les hôpitaux, les médecins, puisqu'il n'y en avait pas là-bas, les médecins, les enseignants. Les agronomes. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'agriculture, mais c'est quelque chose de très important avec la culture de l'EVA, du palmier à huile, et tout ça. Il y a un grand chapitre là à faire, qui n'est pas fait d'ailleurs. Mais tous ces gens, ils ont gardé un amour pour ce pays, mais vraiment un amour. Hein. Quelquefois, c'est même de la passion. Ils ont un attachement, et c'est pour ça qu'il y a énormément de nostalgiques en Belgique. Et même si, on voit dans leurs témoignages, ils disent que ça les choquait quand ils étaient là-bas, cette espèce d'apartheid, le fait que, par exemple, il y a une qui était monitrice, qui apprenait aux jeunes filles congolaises à bien s'occuper du linge, à bien le laver, à bien le repasser, etc., à coudre comme il faut et tout. Mais elle disait, moi j'avais des amis dans l'école qui sont devenus après monitrices à leur tour. Une fois sortie, la journée de travail terminée, c'était interdit de se voir. On ne pouvait pas se voir. Elles devaient rentrer dans leur quartier, dans leur cabane, et avec le couvre-feu, et nous, on restait dans la ville européenne. Voilà. Et donc, même ces gens-là qui sont très contents, qui vivaient bien, qui étaient très contents d'être là-bas, ils avaient quand même quelque chose qui les dérangeait dans cette différence de traitement. Voilà. Et c'est ça qui est comparable avec l'Algérie. C'est cette nostalgie de l'époque où on vivait ensemble sans vivre ensemble. Et ils se disent, si on avait fait autrement, ça serait peut-être terminé autrement. Voilà. C'est ça qui est un peu comparable, je trouve. Merci Françoise. Voilà. On va s'arrêter en remerciant encore une fois.